Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1002 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 mars 2025. Cette émission vous est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Pauline Ballet pour cette grande discussion au coin du feu. Julia Denat, iconographe freelance dans la presse écrite, notamment pour le Nouvel Obs et M le magazine, a suivi la même formation que toi à l'École nationale supérieure de la photographie à Arles. Elle se souvient de ces années d'études qui vous ont rapprochés et elle pose son regard d'iconographe sur ton cheminement artistique en tant que photographe. Contrairement à d'autres gens, on n'était pas forcément arrivé avec, une pratique artistique, très mûre, enfin très réfléchie. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'école d'art, ça forme pas à la commande, et à d'autres métiers autour de l'image comme le métier d'iconographe. Ça forme vraiment des artistes. Elle comme moi, ouais, on avait parfois du mal à trouver notre, place là-dedans. On se cherchait, on avait l'impression que souvent les profs savaient pas trop, quoi dire, sur notre pratique. D'ailleurs, ni elle ni moi, on est devenues, artistes. Enfin voilà, elle s'est orientée vers la photo de sport et moi j'ai décidé de rester dans la photo parce que j'adore ça, mais de pas gagner ma vie avec, la photo en tant que telle. Elle avait une pratique, assez personnelle qui tournait autour de l'intime. Enfin, je me souviens d'un projet sur sa grand-mère. Esthétiquement, on faisait pas la même chose, mais on cherchait un peu à, comment dire? À matérialiser un peu des émotions, des ressentis par l'image comme ça. Approcher, des gens de notre entourage par la photo. Elle a fait un super projet sur les femmes, japonaises, les femmes dans la société japonaise. Enfin, c'était une série qui suggérait les oppressions qui pèsent sur elles et qui essayait de les approcher de leur intimité aussi. Et donc, elle a bifurqué vers la photo de sport. Si vous m'aviez dit il y a 12-15 ans que Pauline, elle allait défoncer dans la photo de sport, j'aurais été là: OK, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais d'accord. Et quand elle a glissé là-dedans, ça a été, tout de suite très naturel et elle a su trouver sa place d'une manière qui était inattendue, mais qui à la fois, ne nous a pas étonnés, enfin qui moi ne m'a pas étonnée. C'était naturel et elle a semblé enfin trouver un endroit où elle pouvait exprimer sa voix singulière. Elle est arrivée, elle était quand même, très jeune, ça s'est tout de suite bien passé. Enfin, bien sûr, je pense qu'elle a eu, des revers et ça a pas été, enfin le milieu a pas toujours été tendre avec elle, mais elle a rien lâché, enfin elle s'est entêtée et ça, je pense que ça a trait à sa personnalité. Le milieu a su, lui faire une place aussi. C'est quelqu'un qui en tout a su toujours trouver le juste milieu entre ne pas se laisser marcher dessus, mais toujours savoir extrêmement prendre soin de ses rapports avec les gens. C'est-à-dire qu'elle s'est jamais, laissée faire. Je pense qu'elle a jamais, laissé passer des réflexions un peu basses, qu'on et gratuites qu'on a pu lui faire, mais en même temps, toujours poser ses limites avec, une certaine douceur et c'est en ça qu'elle est assez unique et extrêmement talentueuse dans ses rapports humains. Waouh! C'est chouette de l'entendre. Julia, le bon mot, comme je l'appelle, c'est marrant, je trouve qu'elle s'exprime, extrêmement bien et ouais, je trouve que c'est Julia le bon mot, quoi. Hmm. Quel souvenir tu gardes de cette formation à l'ENSP? Parce que bon, c'est vrai que c'est pas non plus réputé comme étant le vivier des photographes de sport français, quoi. C'est vraiment une école de photographie avec un grand P. Ouais, c'est même une école d'art, moi, je trouve. Ouais. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment, c'était mon rêve, hein, d'intégrer cette école. C'était vraiment, un objectif, absolu et j'étais prête à tout pour ça. Donc j'étais très heureuse de la faire. J'ai pas non plus déchanté du tout, mais c'est vrai que, c'est une école qui forme des auteurs, qui forme vraiment des auteurs photographes, qui ont une écriture d'auteur, qui travaillent en série, qui, vont au bout de leurs projets personnels, qui ont une originalité ou qui savent détourner parfois même la photographie pour avoir peut-être même une démarche conceptuelle. On est vraiment sur un travail de l'image qui est vraiment d'auteur, plus que d'artiste même en fait. Et ça, c'est quelque chose qui était pas, j'étais pas faite pour ça. J'avais très envie, mais malheureusement, c'était pas qui j'étais.
et qui j'allais devenir, mais je savais pas. Et j'en avais envie, mais ça marchait pas, quoi. Oui, parce que Julia, elle parle un peu d'un syndrome de l'impostrice, presque entre vous deux. Et pourtant, elle évoque aussi des sujets d'auteur sur ta grand-mère ou sur ce que tu as fait au Japon, Mm. apparemment, sur l'oppression des femmes. Donc, ça, c'est toujours des choses un petit peu présentes en toi ou tu aimerais poursuivre Est-ce que c'était déjà là à ce moment-là? En fait, c'est présent en moi parce que j'ai vraiment aussi commencé la photographie comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai appris la photographie, je travaillais avec Yann de Farins, qui lui m'a tout de suite enseigné la photographie comme un peu une série, un ensemble d'images, des images qui vont ensemble, qui se répondent, qui font écho. Et moi, ça, j'ai toujours adoré. C'est marrant, ça me revient là tout de suite d'un coup. J'avais photographié une copine parce que j'étais fan du livre Paris de Nadia de André Breton. Et j'ai photographié une copine. Je l'ai fait poser dans tous les endroits parisiens dont parlaient les livres. Et je voulais que les photos aillent ensemble, comme ça, que ça crée un peu une histoire. Donc, ce travail de série et d'images qui se répondent, qui vont ensemble, c'est comme ça que j'ai approché la photographie. Donc ça, c'est toujours en moi. Mais et j'aimais bien le faire, hein. Enfin, travailler sur ma grand-mère, je me forçais pas, c'était une démarche très naturelle. Pareil au Japon, c'était un souhait très sincère et honnête que j'ai adoré faire. J'y ai passé du temps, je fais beaucoup de lectures, j'ai fait beaucoup d'editing dedans. Mais au final, j'avais du plaisir à le faire, mais j'y croyais pas assez pour les mettre en avant, participer à des concours, aller démarcher des galeries. Voilà, je pense que je le faisais parce que vraiment j'aimais le faire, en fait. Et du coup, quand tu as pris cette décision de t'orienter vers la photographie de sport, ça a été une décision compliquée au début entre toi et toi-même, d'assumer finalement, de se dire, bon, je fais une école d'art, mais je vais aller faire de la photographie de commande, un peu plus, je ne veux pas dire le terme conventionnel, mais ça a été difficile pour toi ou en fait, ni chaud ni froid et en fait, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime et Si, ça a été difficile pour moi et ça, j'ai mis du temps même à le réaliser un petit peu parce qu'en fait, je pense que quand j'ai commencé à être intéressée par le sujet du sport, à vouloir y retourner, à le faire, je me rendais compte que moi, j'aimais bien ça, que ça fonctionnait aussi, que je répondais correctement à ce qui m'était demandé. Mais en fait, j'avais toujours cette petite voix au fond de moi, de moi adolescente, qui me disait: «Mais Pauline, tu veux être auteure, c'est parce que tu t'étais dit que tu ferais» et cetera. Et je sais pas pourquoi je me bloquais un petit peu avec ça. Et donc je me disais tout le temps: «Non, mais la photographie de sport, c'est en attendant je le fais en attendant, c'est sympa, mais c'est pas ça que je vais faire». Et je sais pas enfin maintenant quand je repense à ça, je trouve ça déjà, enfin ridicule en fait, enfin de penser comme ça, même prétentieux de ma part. Et enfin c'est pas du tout. Enfin je pense que c'était pas. Je pense que j'étais perdue en fait encore à ce moment-là. Et j'ai bien fait de m'écouter et de juste revenir à l'essentiel de pourquoi je fais de la photographie. À la base, c'est parce que c'est mon moyen d'expression. Et en fait, si j'ai du plaisir à le faire, c'est ça que je dois suivre en fait avant de savoir si je plais, si je plais pas, si ça marche ou si ça marche pas. Voilà, c'est quel est le meilleur moyen pour moi de m'exprimer et dans quoi je me sens à l'aise. Bah, c'était ça en fait. Ou est-ce que c'est pas dû à un manque de considération de la photo de sport de manière générale? On a l'impression parfois qu'elle est peut-être pas au même niveau que le reportage, que le portrait ou autre. D'ailleurs, on en parlait avec Arthur encore ces jours-là, et on se souvenait d'un un festival dédié à la photo sportive, Sportfolio. Sportfolio, hein, qui a existé quelques années du côté de Narbonne, qui n'a pas perduré. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu de ça, venant de l'art, allant vers le sport? Est-ce qu'il n'y avait pas un déclassement? Je dis ça, tu sais, Ouais, ouais. on peut se l'imaginer, alors que dans les faits, c'est pas du tout le cas. Non, mais je pense que tu as raison. Je pense vraiment que c'était. En fait, moi, je pense que la vision que j'avais de la photographie de sport à ce moment-là, elle était pas à l'égalité du reportage ou du documentaire ou de la photographie d'art. Et c'était pas ce que je m'étais fixé, mais ce que je m'étais fixé n'était pas juste non plus, en fait. Donc, fallait Ouais, revenir ouais. là-dessus. Ta passion au final, c'est la photographie ou c'est le sport? La photographie. Moi, je suis venue au sport par la photographie. D'accord. C'est vraiment. Enfin, encore aujourd'hui, je pourrais jamais te dire que je suis une fan de cyclisme, que je suis une fan de sport. J'adore photographier le cyclisme, j'adore photographier le sport et je m'en lasserai, je pense, certainement jamais. Il faut jamais dire jamais, mais je pense pas. Mais c'est la photographie qui m'a amenée au sport. Julien, dans son témoignage, dit aussi quelque chose sur ta personnalité.
Je la cite, elle dit Pauline sait ne pas se laisser marcher dessus tout en soignant les rapports humains. C'est comme ça que tu es arrivé à te faire une place dans ce domaine à la fois concurrentiel et très masculin aussi, il faut le dire, de la photo de sport. Je pense que, surtout en tant que freelance, les rapports, humains sont très importants. Je pense que c'est évidemment, on travaille parce qu'on est bon dans ce qu'on fait et qu'on mérite quand même à un moment d'être là, pour la qualité de son travail, évidemment. Mais je pense que moi, j'ai eu beaucoup de chance que j'ai eu beaucoup de travail par le bouche à oreille. C'est quelque chose qui a été vraiment fabuleux dans des contrats que j'ai pu avoir. Et peut-être que le rapport humain fait partie aussi de ça et qu'il faut savoir voilà, bien communiquer, surtout avec les gens, écouter et ne pas hésiter à dire si on ne comprend pas, avoir toutes les informations et donner toutes les informations possibles pour que le travail soit le mieux exécuté. Ouais. Alors, en tant que photographe de sport, tu passes beaucoup de temps sur le terrain. Photographe au quotidien L'équipe, Bernard Papon, qu'on a déjà entendu en ouverture de cette émission, t'a vu arriver sur le Tour de France, qu'il couvre tous les ans. Il se souvient de tes premiers pas dans la profession et il nous parle de la difficulté de concilier vie professionnelle et personnelle quand on est passionné par son métier. Ah mais Pauline, c'est comme on dit tous les photographes, notre amoureuse du mois de juillet. On a vu ce petite brindille débarquer, je sais même plus il y a combien de temps maintenant, parce que ça y est, elle fait partie des meubles. Et toute gentille, toute mignonnette pour ASO, curieuse de tout, pas du tout timide, et une personne qui a été immédiatement admise par la corporation des photographes. Une jeune femme qui a commencé la photo comme une espèce de néophyte et qui est devenue aujourd'hui une master. Pauline, c'est un œil. Elle a une sensibilité qui est totale. Nous, à l'équipe, je sais que si on avait eu les moyens d'embaucher, on aurait embauché Pauline Mallet. Je crois que d'autres personnes ont essayé de la récupérer, mais elle est trop bien, Pauline, pour aller dans une rédaction. Elle doit continuer à travailler en tant qu'indépendante parce que elle a besoin de créer. Et le salarié, c'est s'enfermer un petit peu dans du conformisme, dans quelque chose que tu choisis plus. Et cette fille-là, là où elle s'exprime le mieux, c'est en tant qu'indépendante. La seule chose que je me permettais de lui dire, c'est ménage ta vie privée, parce que tu es aujourd'hui extrêmement demandé. Tout le monde veut travailler avec Pauline Ballet, mais attention à pas se brûler les ailes parce que on part tout le temps en reportage et qu'on accepte tout, quoi. Donc, faut qu'elle apprenne à ménager sa monture et je crois qu'elle le fait. Je crois qu'elle entend, elle écoute toujours un petit peu les vieux. Et donc, c'est du modernisme à l'état pur. Et aujourd'hui, on regarde tout ce que fait Pauline et ça peut même nous arriver d'essayer de la copier. Ouais, c'est méga touchant quand même. On dirait un grand-oncle ou je sais pas, Ouais. quelqu'un de la famille qui veille un peu sur toi. Il a ça. toujours veillé sur moi. C'est toujours été quelqu'un de confiance dans ce milieu, qui m'a vraiment accueilli les bras ouverts, qui m'a toujours aidé quand il a pu m'aider, donné les bons conseils, jamais caché justement les bonnes choses qui auraient pu m'aider à travailler. Franchement, photographe, c'est un métier individualiste à la base, quoi. C'est chacun cherche à créer la meilleure image, etc. par ses moyens. Bah, les gens, franchement, dans ce métier, moi j'ai eu de la chance, j'ai rencontré des gens comme Bernard, il y en a eu d'autres qui sont vraiment généreux, bienveillants, là pour aider. Et finalement, c'est les meilleurs photographes qui sont plus comme ça, quoi. C'est ceux pour qui déjà, de base, sont talentueux, travaillent extrêmement bien. Et en fait, bah, ils ont peur de rien et ils ont juste confiance et ils veulent que les jeunes qui arrivent travaillent dans les meilleures conditions. Et lui, ça a été le cas. Enfin, j'ai un souvenir de vraiment... l'anecdote que j'ai en tête, c'est un jour où je me fais voler tout mon matos dans un train. J'arrive sur un shoot, j'ai que ma valise avec 3 t-shirts, c'est tout. Bah, je l'ai appelé direct et je sais pas pourquoi j'ai eu ce sentiment de l'appeler et il m'a aidé immédiatement, quoi. Mais un claquement de doigts alors qu'il était en vacances. Enfin, il avait peut-être certainement autre chose à faire. Et, enfin voilà, c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel et je suis très heureuse et j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir rencontré dans mon métier. On a remarqué avec Benjamin depuis toutes ces années qu'on fait ces émissions et tous les photographes de sport qu'on a eu la chance de rencontrer, que toutes ces personnes-là étaient quand même très bienveillantes, très gentilles. C'est un peu surprenant
d'un certain point de vue, puisque c'est un métier extrêmement concurrentiel. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, comment ça se passe vraiment quand tu es au bord du terrain ou enfin sur le terrain, quoi, au moment de prendre les photos? C'est pousse-toi de là que je m'y mette ou on est dans une espèce de respect total entre tous les photographes et tous les acteurs qui gravitent autour de ça? Je trouve qu'il y a quand même un respect global entre chacun sur sa position. Faut dire que c'est vrai que ce qui est bien aussi, c'est que tous les endroits où je travaille dans le sport, en général, on a chacun nos clients quand on arrive. On n'est pas un peu, on n'est plus dans cette dynamique de ah c'est moi qui vais faire la meilleure image et je vais la vendre plus cher que toi. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais par exemple, quand je suis sur une course de vélo, que je m'arrête à un endroit, qu'on va se retrouver à 4 photographes par exemple au même endroit, on a chacun notre client pour qui on travaille à ce moment-là. Donc en vrai, enfin ta photo. T'as pas peur qu'on te la pique, puisque de toute façon, tu es déjà embauché par quelqu'un, tu vas déjà donner cette photo à quelqu'un. Donc, à quoi bon vouloir faire mieux que l'autre ou écraser l'autre? Il n'y a pas vraiment de raison à ce moment-là. Après, ça peut se jouer des coudes sur des moments un petit peu intenses. Ouais, les lignes Et d'arrivée, c'est ce on que j'allais pense dire. au Ouais, bord des voilà. stades, dans la foule. Bien Et il a raison, sûr. Arthur, des fois. Enfin, moi, j'ai témoigné de choses sur des bords de stade. Des fois, l'entrée des joueurs sur un match de foot ou autre, ça se bouscule quand même sévère. Ou un Vraiment, grand ouais. qui passe devant, passe-toi, pousse-toi. Puis Bah alors, ouais. On peut se gueuler dessus un petit peu ça parfois. gueule, Bah bien ça sûr. Et puis braille, après, quoi. on arrive, on se met une tape dans le dos, désolé pour tout à l'heure, etc. Et franchement, en vrai, ça se finit toujours bien. Mais oui, ça peut se jouer des coudes à des moments. Et c'est vrai que la position dans notre travail est vraiment ultra importante. C'est celle qui permet d'avoir souvent l'instant clé et le photographier le mieux possible. Donc ça peut se jouer des coudes, mais d'un point de vue général, je dirais quand même il y a un respect des règles aussi. Hein, pas n'importe quoi. J'ai photographié un match de foot à Madrid il y a un peu moins d'un an. Je suis arrivée à 11h30 du matin avec mon petit siège devant la porte. Le match était à 21h. Celui qui arrive en premier, c'est celui qui a la meilleure place. Donc ça, quelqu'un va pas arriver devant toi pour te prendre la place alors qu'il est arrivé 2 heures avant toi. Voilà, Moi, bon. j'ai vu des trucs dans un autre domaine, dans le domaine un peu people, paparazzi, où tu avais beau arriver très très tôt, quand il y avait le taulier qui arrivait, tout le monde se poussait. Hein. Bon. J'ai eu une fois une expérience Je faisais un dans tapis la rouge, news. moi, pour les Césars. Oh, C'était, waouh. Ah, ça bref. fait pas du tout envie. Mais ouais, non, mais t'as raison. Je crois que c'est encore une autre jungle. Mais Ouais. c'est une fois j'ai eu une expérience dans la news, voilà, de un peu paparazzi. Ouais, ça a été la seule fois la dernière. Alors, tu dis du coup que quand tu es sur un événement, tu as déjà un client. Explique-nous du coup, en tant qu'indépendant, comment ça fonctionne. Si tu travailles à la commande ou si au contraire, dans certains cas, tu travailles dans l'espoir de faire l'image que tu arriveras à vendre, soit à des agences de presse ou autre type de structure. Moi, quand je vais sur une mission, je suis toujours en commande. J'ai toujours mon client qui m'a embauché pour cet événement-là. Donc, les clients, comme tu as dit, tu as expliqué au début, ça peut être une marque, une organisation d'événements, une équipe cycliste, variée, mais eux m'embauchent en fait avec un cahier des charges que je dois respecter sur l'événement. Et Bernard parlait aussi du statut de photographe indépendante et lui de son statut de salarié qui peut estimer avec le temps plus confortable. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus parce que j'ai pas la sensation que la condition de photographe de sport soit réellement confortable à tout point de vue, de par les horaires des événements, souvent les week-ends, etc., etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose déjà qui t'alerte? Tu penses que tu t'en sors bien? Tu es vigilante du coup là-dessus, sur l'aspect comme ça, savoir dire non, globalement. Ça revient à ça. Mm. C'est hyper intéressant ce qu'il a dit et c'est vrai que ma ligne de mire, en tout cas moi, ce que je me fixe comme objectif ou en tout cas comme quelque chose à jamais lâcher, c'est d'être créative. Je veux surtout pas perdre la créativité, je veux surtout pas perdre l'envie d'être créative. Si je perds ça, je pense que mon travail ne marchera plus du tout. Et en fait, c'est pour cela, ce que je mets en place, c'est de surtout pas m'enfermer dans une seule chose ou dans un seul sport. 2023 était une année vraiment géniale, mais c'est vrai que 2024, j'ai eu un peu envie de diminuer un petit peu le cyclisme, malgré le fait que ce soit ce que je préfère photographier, parce que je me suis fait un peu peur sur quelques événements. J'ai l'impression de refaire un peu les images que je connais qui marchent, donc j'ai toujours le plaisir à les faire, mais quand même un peu moins.
et peut-être d'aller un peu sur des acquis, de moins me mettre en danger. Et en fait, ça, je pense que c'est ce qui m'inquiète le plus et ce qui pourrait le plus me faire perdre ma créativité et que mon travail soit moins bon. Et là, tu parles de ton travail. Bernard disait qu'il lui arrivait à lui, il arrivait peut-être à d'autres confrères, consoeurs, de copier ton boulot. Ça, tu l'as remarqué ou quand Pas tu du entends ça, tout. tu tombes de ta chaise, tu te dis, Ça attends, me fait beaucoup rire parce que je pense vraiment pas que ce soit le cas. Je pense qu'on est quand même en photographie. Je pense qu'on s'inspire un peu tous entre nous, hein. Moi, je suis la première je regarde énormément de photos sur les réseaux, dans la presse sportive, et je pense qu'on s'inspire un peu tous entre nous. Il y a des images qui ont marqué, qu'on a en tête. Et après, les copier, c'est pas toujours ce qu'on a envie de faire parce que l'image existe déjà, donc en fait, c'est pas très excitant. Mmh. Vouloir copier un style, je pense pas que ce soit vraiment possible non plus. Après, il y a de l'inspiration. L'inspiration, elle est bonne. C'est quelque chose qui doit rester, je pense, optimiste et positif parce que c'est bien de s'inspirer entre nous. Oui, mais là, on parle de style. On parle pas forcément de copier une image. Mm. Et ça nous ramène peut-être à ta formation artistique inconsciemment. Hein, je sais pas, parce que toi, tu transcendes un petit peu ce qu'on peut voir habituellement dans la photo sportive. Et du coup, ça nous ramène peut-être un petit peu à ce parcours plus artistique qui t'a forgé ton œil, peut-être. Mais moi, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je suis ultra reconnaissante de cette école que j'ai faite. C'est-à-dire que j'avais beau être paumée, j'avais beau parfois pas m'y sentir à ma place. Je suis sûre que c'est un bagage qui m'aide aujourd'hui énormément dans ma pratique. Même ce que je vous racontais au début, comment j'ai commencé avec ce photographe qui m'apprenait à travailler un petit peu en série. Tout ça, je me rends compte que dans mon travail, c'est important, la cohérence des images, raconter des histoires. Et en fait, je pense que cette approche-là, ce style que j'ai, c'est finalement un style qui, en tout cas, quand j'ai commencé, j'avais aucun code de photographie sportive. Je savais pas, j'avais pas de manuel d'emploi de comment on fait une photo de sport. D'où ce fameux mur de Huy que j'ai complètement foiré. Enfin, je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont venues assez intuitivement quand j'ai commencé et que j'ai toujours peur de perdre. Et c'est bien pour ça que dès que je m'enferme un peu trop dans un sport ou dans un type de photo, j'ai peur parce que j'ai peur de perdre cette intuition que j'ai et cette manière un petit peu brute d'aborder un sujet. En tout cas, moi, je te trouve très humble, hein, parce que si on écoute bien Monsieur Papon, hein, il explique bien que tu ne suis pas les tendances, tu ne suis pas les styles, tu les fais. Et tu es suivi par tes confrères et tes consoeurs. Euh, c'est quoi qui te plaît réellement dans le cyclisme? Dans le cyclisme, ce qui me plaît, il y a plein d'aspects. Je vais essayer de résumer parce que je pourrais en parler beaucoup trop longtemps. Déjà, ce côté itinérant, pour moi, c'est assez fabuleux. Le fait de pouvoir avoir un changement de paysage, d'ambiance, de météo, de lieu, chaque minute quasiment. Enfin, je trouve ça vraiment esthétiquement intéressant. Je trouve que c'est le sport le plus difficile que je connaisse. Je trouve que vraiment le dépassement de soi, la performance, elle est inouïe. Et ça, c'est à photographier. C'est de l'or en barre pour les photographes. Il y a beaucoup de choses dans l'effort humain à photographier qui est très, très intéressant. C'est un sport populaire, donc il y a des gens autour, donc il y a des histoires en plus off à raconter. Les gens au bord des routes, c'est quand même toujours génial, quoi. Puis ça revient aussi à mon coup de foudre pour la photographie de sport qui s'est passé sur le mur de Huy. Finalement, c'est aussi comme ça que j'y suis arrivée. Donc en fait, je trouve qu'il y a un ensemble de choses qui permettent de raconter une belle histoire. Il y a des coulisses absolument fabuleux que je ne peux pas avoir quand je photographie du tennis ou du foot. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des équipes de cyclistes où je pars demain sur le Strade Bianche avec l'équipe Décathlon AG2R. Je vais suivre le staff avec les mécaniciens, les soigneurs, les directeurs sportifs. Donc, c'est encore une autre manière de raconter le sport et le vélo finalement du point de vue plus des travailleurs de l'ombre aussi. Donc, ouais, le cyclisme, c'est pour tous ces aspects-là. Oui, tu citais des moments off. Il y a cette photo, hein, digne d'un tableau de peinture d'un maître hollandais. Cette fameuse photo, on a dû t'en parler 10 000 fois, mais c'est pas grave, on t'en parle à nouveau.
On en a beaucoup parlé avec Jean-Denis Walter à nouveau. On s'est entretenu avec lui un long moment. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne l'entend pas. C'est qu'à plusieurs moments, on fait référence à lui parce qu'il est assez dithyrambique sur ton œuvre. Il nous a confié d'ailleurs que cette fameuse photo où on voit Tadej Pogacar assis, le regard un peu dans le vide, et Jonas Vingegaard debout, maillot jaune, en train de signer un document comme ça, tu l'as faite avec Bernard Papon, coude à coude. Et que Bernard, à ce moment-là, te glisse, c'est la photo du Tour. Ouais, Tu sens, au moment où tu prends cette ouais. photo incroyable, que tu tiens un document qui va rester? Ouais, franchement, c'est un des meilleurs moments de ma petite carrière dans le cyclisme. C'est un des meilleurs moments de photographie. Et je suis vraiment au coude à coude avec Bernard Papon. Il faut savoir que cet endroit, c'est derrière le podium protocolaire. C'est minuscule. On a à peine le droit d'être deux à ce moment-là parce qu'en fait, bah voilà, on est très proche des coureurs. C'est un moment un petit peu tendu où ils ont besoin de respirer, ils ont besoin d'être seuls. Bon, bah voilà, nous, on a le droit d'y être parce qu'on a cette place privilégiée en tant que photographe de l'équipe et de l'organisation. On est au coude à coude, on fait très peu de pas, on bouge pas beaucoup, tout se passe sous nos yeux, et ça dure longtemps, ça dure 2 minutes. Enfin, c'est long, hein, ce moment-là. Et en fait, on a le temps de travailler. Enfin, c'est vraiment, on n'aurait même pas pu on aurait voulu la créer, on n'aurait pas mieux fait en fait. Et ça, c'est vraiment hyper excitant sur le moment. Et vraiment, on ne se parle pas avec Bernard. Je sens même qu'on bouge pour avoir cette lumière simultanément, mais sans même se concerter. Et au moment où le moment s'arrête, voilà, Bernard me dit ça, on a la photo du Tour. Et je le sais parce que il n'avait même pas besoin de me le dire, je le sais. Enfin, c'est un moment assez unique. Je sors du podium protocolaire, je cours à la voiture avec un sourire et une banane et jusqu'aux oreilles, je monte dans la voiture. Il y avait mon chauffeur du Tour qui m'attend et je lui dis, mais il s'est passé un truc de ouf, faut que je te raconte. Et je lui raconte ce qui s'est passé. Mais du coup, vous avez tous les deux la photo du Tour, si je comprends bien ton histoire. Comment ça se passe là, du coup j'imagine que toi, comme lui, avez publié ou fait faire publier cette image il y a des circuits différents. Bon, c'est qui l'auteur au final? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, ouais. Alors moi, il faut savoir que mon client, c'est Amaury Sport Organisation sur le Tour de France. Je signe une cession de droit avec eux où mes images, en fait, leur appartiennent. Moi, derrière, je peux pas revendre cette image à Ouais. la presse, je peux pas en faire ce que je veux. Donc, de toute façon, à part finalement la publier sur mes réseaux ou mon site internet, derrière, j'ai plus le contrôle de sa diffusion. Je me souviens qu'à ce moment-là, Le Parisien avait fait une petite interview de moi sur cette image-là. Donc ça, il n'y avait pas de problème pour que je le fasse. Je sais que Bernard Papon a gagné un super prix avec cette image aussi derrière. Bon, on est deux à la voir, mais moi, ça me pose pas de problème. Au contraire, je suis hyper fière d'avoir une photo que Bernard Papon a prise, quoi. Bah Vraiment. justement, on invite nos auditeurs à aller voir cette photo. Ils peuvent notamment le faire sur le site de la galerie de Jean-Denis Walter, parce que Jean-Denis qui nous a dit que pour lui, c'était même la photo d'une carrière que tous les photographes de sport ne parviennent pas forcément à prendre au cours d'une carrière. Donc c'est ça qui est fou. C'est peut-être la photo du Tour, c'est peut-être la photo parfois de toute une carrière. C'est fou, c'est vertigineux même de se dire ça. Mais c'est vrai qu'on n'en fait pas tous les jours des images comme ça et c'est rare de sentir vraiment qu'on a la photo. C'est un moment unique, mais il est très rare. Franchement, Rien que la lumière sur le visage de Pogacar qui a l'impression le que regard dans c'est le au vide, flash, quoi. Enfin, c'est c'est assez, dingue. c'est assez un incroyable. studio, quoi, Ouais. ce qui se crée tout seul. Et pourquoi il tourne sa tête auprès de cette lumière à ce moment-là, on ne sait pas. Enfin, toutes les circonstances se sont rassemblées. De toute façon, on se dit toujours, hein, le moment magique en photographie, c'est quand l'émotion, la lumière et l'arrière-plan se réunissent. C'est la magie. Et là, c'était la magie. Non, mais en plus, ça raconte une histoire. C'est-à-dire Voilà. que là, ça raconte vraiment, Ça raconte, ça résume c'est fou. le Tour à ce moment-là. Il vient de perdre le Tour. C'est ça. Non, c'était. J'en garderai toute ma vie un excellent souvenir, ça, c'est certain. Bon. Allez, on part justement sur les routes du Tour de France en moto avec ton fidèle pilote depuis 10 ans, Jean-Marie Bellamy, sur les courses organisées par Amaury Sport Organisation. Il nous décrit votre façon de travailler en binôme sur une journée type. On se regroupe sur le village du Tour de France avant le départ et on met en commun dès le matin même, voire même le soir, au niveau des hôtels. On travaille ça ensemble. On dit voilà, qu'est-ce que tu as trouvé?
qu'est-ce que j'ai trouvé, ça c'est pas mal, etc. Moi, je suis que le pilote, donc je propose, c'est elle qui décide effectivement en fonction de la technicité de l'image. Moi, je l'attends sur la ligne de départ, très proche de la ligne de départ, parce qu'elle a un cahier des charges à réaliser. Allez, à 30, 40 secondes avant que les coureurs s'élancent, elle monte sur la moto en catastrophe et on part. À partir de là, il faut que ce soit vraiment préparé. Ma moto est prête, tout ce qui est l'intendance est déjà prête, le profil d'étape est bien mis sur ma moto, etc. Et là, on a une communication interne avec des intercoms, et là, on communique. On n'arrête pas de communiquer sur, voilà, il fait beau, il pleut, faut faire attention, ça va partir vite, etc., etc. Après, il y a l'actualité de la course. On sent nous, la course, le pilote, et même moi et Pauline aussi, on le sent. On sent que ça va attaquer, on sent que c'est pas le moment. On sent que c'est le moment de faire du paysage, ou on sent le moment d'aller au contact directement à l'intérieur du peloton. Et là, c'est une communication permanente. Elle n'a que à regarder dans son objectif. Moi, je n'ai que à regarder, voilà, le pilotage de la moto, ce qui se passe aux alentours, hein, la proximité des coureurs, la proximité des suiveurs, hein, des voitures et des autres motos. C'est ça mon job. Et mon job, c'est aussi de l'amener sur les spots les plus intéressants possibles au niveau des paysages, les spots les plus intéressants possibles au niveau de l'actualité de la course, les attaques, les abandons, les chutes. Et puis, elle, forcément, elle vérifie ses spots, elle vérifie son boîtier pour voir si elle a bien fait une image, etc. Elle ne s'occupe absolument pas de la conduite et de la position de la moto dans la course. Ça, c'est mon job. Et puis, quand la course se déroule, on arrive sur la ligne d'arrivée. Mon job aussi, c'est de faire la déposer bien avant le premier coureur qui arrive, et pour qu'elle ait effectivement cette belle photo d'arrivée du vainqueur qui passe la ligne d'arrivée. C'est une cahier des charges qu'il faut que j'ai en tête. C'est aussi le timing que je dois avoir aussi. Moi, je m'occupe de ça, en disant: «Fais attention Pauline, fais attention, on va bientôt arriver, on a 15 bornes de l'arrivée, on a 5 kilomètres, il va falloir qu'on y aille pour, que je te dépose à la ligne d'arrivée». À partir de ce moment-là, je l'attends jusqu'à la salle de presse où elle déroche en fait, hein, ses images, et cetera. C'est vraiment une journée type, sur le Tour de France. Ça, on se rend pas forcément compte, hein, en tant que spectateur, à quel point vous vous coordonnez tous les deux. Donc ça, c'est côté Jean-Marie. De ton côté, du coup, tu l'abordes comment, une journée type? Moi, déjà, c'est super touchant d'écouter les petites interventions comme ça. Il a hyper bien résumé comment j'aborde une journée type. Comme il l'a dit, déjà, il y a un travail en amont qui est fait, qui est pour moi indispensable parce qu'on maîtrise tellement peu de choses sur l'instant, on maîtrise tellement peu de choses de ce qui va se passer, des aléas de la course que moi j'aime bien. Alors ça me rassure, hein, tout le monde n'est pas comme ça. Moi j'aime bien tout ce que je peux contrôler avant, je le fais. À savoir, où est-ce qu'on va passer sur la course? Je regarde Google Maps, je regarde par où on va passer, je regarde où sont les montées, les descentes, les beaux villages. J'essaie au milieu d'anticiper un minimum ce qui va nous arriver. Et ça, c'est très important qu'on en discute avec mon pilote pour qu'on soit bien calé au niveau du kilométrage tout au long de la course sur les éléments clés et importants. Ce qu'on ne maîtrise pas, ça va être les actions de course finalement. On ne peut pas les anticiper, enfin, on peut pas les imaginer. On peut les anticiper effectivement quand on sent la course, qu'on commence un petit peu à connaître les coureurs, qu'on commence à connaître les profils, les stratégies d'équipe. Ça, c'est un travail qui se fait d'année en année. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé le cyclisme, j'y connaissais vraiment rien. Donc ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai commencé complètement ignorante en plus avec Jean-Marie, qui est mon pilote toujours aujourd'hui. Donc j'ai l'impression même un peu d'avoir grandi avec lui sur cette connaissance de course, tout autant que lui, j'imagine, et sur comment on se coordonne tous les deux pour être en phase et pouvoir absolument rendre les meilleures images de la course. Donc c'est comment anticiper, comment s'organiser sur une journée. Voilà, ce qu'on peut contrôler, on le fait. Et après, sinon, faut être focus, mais vraiment à chaque minute, ne pas perdre le fil, ne pas se disperser, ne pas s'égarer, toujours être très concentré sur ce qui se passe. Et moi, je demande à Jean-Marie tout ce que j'ai envie de faire. Et lui, c'est lui qui sait s'il peut ou s'il ne peut pas le faire en fonction des dangers aussi de la course. Parfois, je dis, mais là, regarde, lui, il faut le suivre et tout ça. Bon, il ne peut pas dépasser à ce moment, il ne peut pas freiner ou accélérer. Et ça, c'est des choses que moi, je maîtrise parce que je regarde même pas ce qui se passe. Moi, je pense juste à à l'action et à la photo, en fait. Donc, tous les dangers et les points de sécurité, c'est lui qui les décide, en fait, qui les applique.
C'est vrai que ça fait peur quand on regarde à la télé, qu'on voit ces motos avec les photographes en plein milieu des coureurs, avec les voitures, le public, le machin, le truc, le bidule. Euh, c'est presque une discipline à risque de la photographie de sport. Euh, sur le Tour de France, tu t'évoquais ce travail de préparation, les beaux villages, les endroits un peu stratégiques. Du coup, c'est quoi la part de sport et d'environnement, de paysage et tout ce qui va aller un peu autour, quoi? Ouais, bah, comme je disais, hein, moi, je suis contente à la fin d'une étape si je raconte la bonne histoire de l'étape, à savoir un équilibre juste entre les actions de course, Le les patrimoine français. le patrimoine français, absolument. Les petits détails, bah ouais, mais en fait, mine de rien, le patrimoine français, c'est vraiment écrit dans mon cahier des charges, c'est C'est vrai. vrai? Bah ouais, Ouais. parce qu'en fait, à Maurice Sport Organisation, ils tiennent absolument à ce que la beauté du paysage soit mise en avant. On voit bien Presque. France Télévisions, hein, tous les plans qu'on a d'hélicoptères. Ah, Bon, voilà, c'est hyper important. Donc après, c'est sûr que il faut toujours savoir à quel prix tu es prêt à rater une image d'action et un vrai fait d'actualité pour une belle photo de paysage, quoi. Faut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, mais après, encore une fois, mon cahier des charges n'est pas le même que, par exemple, un cahier des charges pour l'équipe ou Getty ou Reuters ou une agence de presse. Donc, c'est un juste milieu qu'il faut réussir à avoir pour qu'à la fin de la journée, l'histoire, elle soit racontée la mieux possible. Donc, moi, ce que je fais juste, c'est que sur une étape, effectivement, si je vois qu'il y a un village qui a l'air sympa, qui a l'air intéressant, je note le kilométrage et je prends un petit peu d'avance sur la course quand on arrive proche de cet endroit pour aller repérer. Et une fois que j'y suis, voilà, c'est moi qui juge si est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter pour laisser passer le peloton ou pas. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu as laissé passer le peloton, derrière, il faut le redépasser. Et Bah, c'est ça, ça. Il n'y a c'est pas forcément la place, quoi. voilà, et ça, c'est intéressant avant de discuter avec avant la course, excusez-moi, c'est important de discuter avec les régulateurs pour leur demander quels sont les endroits où on peut dépasser, où sont les grandes voies, où sont les possibilités pour pas se faire enfermer. Et donc tout ça, en fait, il y a beaucoup de travail avant la course. Il ne faut pas croire qu'on part sur la moto comme ça. Quand tu fais le Tour de France, là, comme ça, c'est toutes les étapes? C'est l'intégralité des étapes? Ça fait des journées de Ouais. mammouth entre la Non, course mais en elle-même, le travail de préparation. J'imagine que tu dois envoyer des images en plus en temps réel, faire un minimum d'editing ouais, non, c'est des journées pendant à rallonge. un mois et demi. C'est vraiment des journées à rallonge, mais bah, rien que d'en parler, j'ai hâte d'y retourner là. Mais ouais, c'est vraiment Ah, des pas tout de suite, journées. encore quelques mois, hein. C'est des journées à rallonge. Ouais, bah ouais. En fait, il faut savoir qu'on travaille. Enfin, moi, j'ai l'impression de travailler partout. C'est-à-dire que voilà, le matin, on part sur l'étape. Je suis encore sur mon téléphone en train de réviser tous mes petits points GPS que j'ai fixés la veille. J'arrive au départ de la course, je vais au village retrouver mon pilote, on discute de ça. Je prends mon petit café et hop, après, c'est la journée de course est partie, c'est du non-stop. Ensuite, après l'arrivée, il faut vite que j'aille en salle de presse. Bon, il faut savoir oui, que pendant la course, j'envoie en live, comme tu l'as précisé, toutes mes images, enfin, des images importantes en tout cas. Ensuite, il y a la partie salle de presse où là, je fais mon petit editing retouché à ma sauce pour envoyer. Si j'ai pas le temps de le finir en salle de presse pendant le transfert à l'hôtel, qui peut être de plus ou moins 1 heure, 2 heures, je finis de Ouais, travailler c'est dans la n'importe voiture. quoi. Voilà. Et quand j'ai le temps, je mange et je me douche et je dors Ouais, accessoirement. d'accord. Ouais. Bon, on parlera pas trop Fais pas la d'hygiène. fête alors. Non. Fais pas la fête pendant le Tour de France. Par contre, on parlait de sécurité tout à l'heure et j'aimerais quand même te poser la question. Toi, comment tu te sens sur la moto? Parce qu'il y a aussi les plans où, notamment lors des descentes, alors encore plus sous la pluie, lors d'étapes de montagne, les descentes de col. Alors, les coureurs vont très très vite, de plus en plus vite d'ailleurs, ça pose de réelles questions. Mais les motards aussi, et ils les suivent. Alors, comment toi, tu te sens derrière sur la moto, notamment avec le matériel que tu trimbales? Moi, j'adore travailler avec de l'adrénaline et voilà, des choses un peu les cascades, tout ça, ça me plaît bien. Mais après, ouais, on fait moins la fière, sur une descente de col, sous la pluie, à plus de 100 km/h pour la plupart du temps. Comment je fais? Bah, je mets mon cerveau un petit peu en off, je fais confiance à mon pilote et je pense pas trop à mes proches. Voilà, je me dis: «Non, mais c'est» enfin, je rigole de ça, mais c'est sûr que il y a des moments dangereux, il y a des moments où on n'est pas très à l'aise, mais voilà, faut faire confiance à son pilote et faut savoir aussi, c'est que mon pilote ne prend pas de danger inutile, n'en a jamais pris
Et c'est quelque chose qui est quand même rassurant. Donc, en fait, il est là aussi pour pas qu'on se retrouve dans des situations trop dangereuses. Ça peut arriver, évidemment, mais la plupart du temps, les dangers sont quand même évités pour qu'on respecte toutes les mesures de sécurité. Mais c'est vrai que ce que tu as dit sur les coureurs qui descendent de plus en plus vite, mais c'est délirant, en fait. Enfin, pour vous donner un exemple, quand on est dans une montée de col, on décroche au sommet à environ... Normalement, la norme, c'est 500 mètres avant le sommet pour pouvoir avoir le temps de descendre, parce qu'en fait, derrière, ils vont plus vite que nous, les coureurs. Donc, en fait, il faut pas être trop proche d'eux. Et si ça arrive de se retrouver derrière eux, on les suit doucement, enfin, on les suit à leur rythme jusqu'en bas. Et moi, je regarde le compteur parfois et je vois plus de 100 km/h, mais c'est délirant. Et en parlant de ça, la petite anecdote que je suivais Philippe Gilbert qui tombe sur le Tour dans une descente. Je me rappellerai toujours à la sortie d'un virage, on le suivait et un virage après, je vois son vélo sur le parapet et je vois le coureur mais passer au-dessus du muret et tomber. Mais je veux dire, c'est une image délirante. C'est la fois où j'ai eu le plus peur sur le Tour de France. Et là, tu descends de la moto, tu cours au muret pour aller voir où il est, mais je veux dire, tu penses même pas à la photo à ce moment-là. Tu sais même pas si tu vas faire une photo. Donc franchement, il y a des moments assez chauds, ouais. Pour qu'on s'imagine bien, du coup, tu es derrière le pilote de la moto. Vous avez tous les deux dans le sens de la marche de la moto, ou toi, tu es dos à lui et tu regardes ce qui se passe derrière la moto? Non, je suis dans le sens de la moto. Pourquoi? On n'a pas le droit de prendre des mesures. C'est trop dangereux d'être dans le sens inverse. C'est absolument pas Qu'est-ce que ça autorisé. changerait? Je pense que c'est absolument pas autorisé en cas de Parce que je frein. me dis, avec le top case, machin, tu pourrais mettre tes boîtiers, ton matériel dont on va parler justement, savoir ce que tu as sur toi. Justement, j'ai pas de top case. En fait, moi, ça me gêne beaucoup quand je me retourne pour faire des photos, enfin, quand je me contorsionne Ok, donc à du droite coup, ou à comme gauche. ça, en se mettant à côté, quoi. Non, en fait, je me mets vraiment, tu vois, je suis dans le sens de la marche et je me contorsionne sur ma gauche ou sur ma droite pour faire des photos, mais c'est absolument interdit d'être dans position inverse. Ça serait... Franchement, il y a des moments, j'aimerais bien l'être, mais ouais, c'est interdit par la sécurité, par les mesures de sécurité. Bon. Et comment tu gères alors ton matos? Qu'est-ce que tu portes sur toi à ce moment-là? Quel type de courroie? Même on entre un peu dans le détail parce que on est curieux de savoir comment tu fais. Il faut savoir aussi, on a consacré une émission pour la reprise de la saison 10 à la visée, au type de visée électronique. Comment tu vises avec un casque? Est-ce que tu es tout le temps comme ça, bras tendus, ou est-ce que tu parviens quand même, malgré la visière, ou quand il pleut par exemple, à porter l'appareil au viseur et faire des photos? Ouais, moi je porte toujours, sauf cas, je vais expliquer les moments où je ne fais pas, mais je porte toujours l'appareil à l'œil. Ma visée, c'est vraiment avec mon appareil collé à mon œil. J'ai un casque sans visière, enfin j'ai une visière intégrée dans le casque qui fait que quand je mets mon appareil photo sur mon œil, je ne suis absolument pas gênée de quelconque manière. Les seuls moments où je fais de la visée avec mon écran et à main tendue, c'est quand je mets l'appareil photo au ras le sol et que je photographie vraiment en contre-plongée des coureurs quand je les croise ou quand je passe à côté d'eux. C'est vraiment la seule fois où je vais utiliser la visée de l'écran et pas porter l'appareil photo à mon œil. Et en termes de courroie ou de matériel, moi, je déteste les harnais. J'aime pas du tout sentir mes appareils photo bloqués sur moi. T'as un airbag aussi, j'imagine, pour la J'aimerais moto? seulement. Non? Seulement, non. Ah ouais, Non, d'accord. non, Ah oui, donc c'est j'aimerais niveau de trop. sécurité C'est pas ouf. discutable, quoi. C'est précaire. C'est pas terrible. Et c'est pour ça que, Alors que les coureurs non plus. Bon, vous êtes. Ouais. Ils ont un petit lycra en guise de airbag. Ouais, c'est pas une comparaison. C'est pas un concours. Non, mais c'est dire si c'est spartiate quand même. Après, c'est vrai que je dis souvent que je voudrais pas de harnais avec moi au cas où je tombe. Bon, j'ai déjà chuté, je suis tombée sur mon moitié, je me suis pété une côte. Donc en fait, au final, ça veut pas dire grand-chose de se dire qu'on n'a pas de harnais pour pouvoir éventuellement se libérer de ces appareils. Mais en tout cas, dans le moment où je travaille, j'aime bien ne pas avoir de courroie, et plutôt avoir j'ai des comment on appelle ça? Des anses. Des sangles. Des sangles. Ouais. Des anses. Des anses, Oui, n'importe quoi. Pourquoi pas? Je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai des sangles think tank qui sont avec une matière assez... Oh, je perds mes mots. Une matière assez adhésive. Rembourré? Non. Qui Adhérente. accroche un petit peu Adhérente. la honte. Adhérente. Ouais. Qui est adhérente et qui permet comme ça de plutôt bien gripper sur mon manteau Ouais. et qui me permet de pas toujours les tenir. Donc en fait, elles tiennent assez toutes seules et je trouve ça assez confortable pour travailler. Donc j'ai 2 boîtiers. 2 boîtiers, 4 heures sur une moto, gilet à poche de ouf pour changer les batteries, les transmetteurs, Ouais. les machins, les Ouais. trucs, les bidules.
C'est facile de changer une batterie sur un boîtier à une main à 100 km/h? Ouais, j'en avais déjà cassé 2, mais voilà, on en a 2 ou 3 de rechange, donc voilà. Non, Surtout mais que c'est pas des petites batteries, tu bosses au c'est Z9, non? Donc, ouais, je suis avec 2 Z9 et j'ai en général tout le temps un 24-70 d'un côté, un 70-200 de l'autre. Et dans ma petite besace, j'ai 14-24. Et dans les housses de la moto ou à l'arrivée, j'ai une longue focale pour la photo finish. Donc, il faut rajouter un flash, des peaux de chamois, des batteries de rechange, des filtres ND, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petites barres de céréales peut-être, Oui, des quand choses même, comme à un ça. moment, tu penses à Une t'alimenter un bouteille peu. d'eau, ouais, enfin voilà, j'ai pas des cartes mémoire en plus. Il faut vraiment avoir pas mal de spares parce qu'en fait, des galères, il en arrive tout le temps. Enfin, j'ai déjà des objectifs qui sont tombés de la moto. Il y a Bah pas... oui, Ouais, ouais, bah ouais. oui. Non, mais il y a de la casse, quoi, franchement. Enfin, Nikon, à chaque fois qu'ils me voient arriver après le Tour de France, ils se serrent la mâchoire, ils ont peur, quoi. T'as un service sur le tour où tu peux avoir des optiques un petit peu comme ça, de rechange au Non. cas où, service pro. J'ai jamais dû à le faire. Heureusement, une fois, j'ai cassé un objectif. J'ai une collègue, Anne-Christine Poujoula, qui m'a gentiment prêté un objectif qu'elle n'utilisait pas pour que je puisse terminer le tour dans les meilleures conditions. Et ben, encore une fois, on parlait du respect entre photographes. Ça, c'est pas merveilleux quand même. Je trouve ça génial. Ça va au-delà du respect, quoi. C'est Ouais, carrément de la gentillesse c'est et de génial, quoi. l'entraide, quoi. Mais en fait, ça arrive tout le temps. Et c'est aussi pour ça que je dis qu'il faut vraiment qu'on soit bienveillants les uns envers les autres parce qu'on a tout le temps des galères, en fait. Et si, franchement, on s'aide pas, ça serait clairement trop triste. Bon, on change de thématique, même si je pense qu'on pourrait parler encore des heures de ton travail sur le Tour de France. Mais tu fais pas que ça. Il n'y a pas que le vélo dans la vie. Tu as eu aussi la chance de photographier lors des derniers Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Philippe Millereau, co-directeur de l'agence KMSP, créée avec Stéphane Campiner, explique pourquoi il a fait appel à tes services sur cet événement après t'avoir déjà sollicité lors des Jeux olympiques de Tokyo. Je voulais l'engager pour Tokyo parce que je voulais qu'elle fasse autre chose. Parce qu'on connaissait ses photos de vélo, ses photos de tennis et en fait, les photographes de sport qui sont bons. Et puis Pauline, elle a un œil particulier, elle a un traitement de ses images qui est particulier aussi. Je voulais juste l'embaucher pour Tokyo parce qu'en fait, on a une équipe qui est très rodée sur les Olympiques. On travaille toujours principalement avec les mêmes photographes. Et Pauline, c'était la seule à Tokyo qui n'avait jamais fait les Jeux. Je l'avais embauchée justement parce que j'étais sûr qu'elle allait bien travailler sur les Jeux Olympiques, même si c'est des sports qu'elle n'avait jamais couverts, qu'elle n'avait jamais photographiés. Et effectivement, tout de suite, elle s'en est très bien sortie, quoi. Parce que c'est une bosseuse déjà. Puis elle adore apprendre et elle adore découvrir des nouveaux sports. C'était ça qui m'intéressait, moi, c'était de la mettre sur des sports qu'elle avait jamais couverts. Il y a des photographes qui ne photographient le sport qu'en action et qui cherchent pas d'angle et qui se déplacent pas trop autour de la manifestation. Pauline, elle aime bien chercher des angles. À Tokyo, je me rappelle très bien que j'ai mis sur le skate, je crois, qui était le premier jour ou quelque chose comme ça. Et je sais qu'elle allait ramener des trucs un peu originaux. C'est quoi l'agence KMSP? Jamais entendu parler de ça. Eh ben, KMSP, donc c'est Philippe Millereau et Stéphane Campiner, comme tu les as cités, qui ont monté cette agence, je crois, il y a 11 ans, si je dis pas de bêtises, ou plus. Ils venaient de DPPI. Et en fait, quand DPPI s'est vraiment spécialisé dans la F1, eux, ils ont créé cette agence à côté, pour notamment travailler avec les fédérations françaises. Voilà. Et là, sur les Jeux, on travaillait pour le CNO, les athlètes français, les fédérations, LVMH, un peu de partenaires français à côté. Et en échangeant avec Philippe Millereau, il nous a confié 2-3 petits trucs aussi. Ah oui. Par exemple, il paraît que tu t'es pas levé le premier matin à Tokyo. Ouais. J'étais sûre. C'est pas très pro, ça. Hein.
Franchement, mais j'en ris, mais vous pouvez même pas vous imaginer comment j'étais mal. En Ah plus, si, tu viens de nous parler de ton anticipation sur le tour, donc on peut imaginer. mais en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment cette journée de skateboard dont il parle. Donc là, j'attendais à ce que ça sorte. J'avoue, j'ai eu un peu chaud. J'ai fait, ah non, c'est bon, il a rien dit. Mais bon, évidemment, il n'a pas. Je vais pas y échapper. Ouais, bon, je suis arrivée à Tokyo 2 jours après le Tour de France. J'étais vraiment fracassée. Hyper stressée, mais comme vous pouvez même pas vous imaginer pour les jeux. Je savais en plus, j'étais arrivée à un stade où je stressais même plus pour les sports que j'allais photographier, mais pour la logistique tellement. T'es dans Tokyo, tu captes pas du tout comment ça fonctionne les jeux, tu sais pas à quelle navette prendre, où aller, comment ça se passe quand t'arrives sur un site, les casiers, enfin vraiment j'avais tout qui me passait Et des par la conditions tête. sanitaires particulières, puisque Absolument. c'est les JO 2021 qui étaient censés se dérouler en 2020, Absolument. donc période encore sous Covid, on va dire. Voilà, donc en plus on n'avait pas le droit de prendre les transports publics, donc il y avait un système de navette qui était assez strict, et puis il y avait un système de taxi, mais on n'avait pas vraiment des tickets. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Et puis, pour peut-être des gens qui ont l'habitude de le faire, ça allait. Mais moi, je déboulais là-dedans, un peu fatiguée aussi, avec le tour, etc., dans les pattes. Et en fait, je crois que c'est la deuxième journée des Jeux. Je devais partir hyper tôt pour aller sur le skateboard. Je mets, comme d'hab, 3 réveils. Et puis, je me réveille, il y avait beaucoup de lumière dans la chambre quand même, quoi. Et là, je fais: «Attends, c'est bizarre», je prends mon téléphone et là, je vois qu'il est méga tard, enfin, bien plus tard que même l'heure à laquelle je devais prendre ma navette. Donc j'ai tracé et là, j'étais en train de pendant que j'allais là-bas, j'inondais Philippe de messages: «Je suis à la bourre, je me suis pas réveillée, je suis trop désolée, pardon». Et bon, je sais pas par quel miracle, je suis arrivée à mon emplacement photo, mais je suis arrivée, j'ai même rien posé dans les casiers, j'ai juste suivi le accès photographe. Première fois que je mettais les pieds là-bas, j'arrive et le moment où j'allume mon boîtier, c'est le moment où le français passe au skateboard, quoi. Mais vraiment lunaire cette expérience, mais vraiment, je savais même pas comment j'étais habillée. C'est à ce moment-là juste que j'ai dû vérifier, c'était pas trop n'importe quoi. Enfin bref, non mais c'était. Bon. Voilà, mais bon, ça m'est arrivé une fois et j'espère que ça sera la dernière. Bon, depuis Tokyo, il y a eu Paris aussi l'été dernier. Est-ce que tu as découvert de nouvelles disciplines sur Paris 2024 ? Comment tu as vécu ces Jeux olympiques comme photographe ? Franchement, c'est la meilleure expérience que j'ai eue en termes de photographe dans le domaine du sport. Comme tout le monde l'a vécu déjà juste en regardant, c'était un moment assez magique en France et à Paris, sur cette effervescence, cette petite parenthèse un petit peu enchantée de la bonne ambiance, de comment ça s'est logistiquement aussi bien passé, la magie des jeux, la joie. Tout ça, c'était un moment assez stimulant et assez beau à vivre. Et d'un point de vue photographie, moi, j'aime beaucoup travailler sur des sports différents, comme je vous disais tout à l'heure, et pour certains que je ne connais pas. Et ça a été, comme à l'expérience de Tokyo, quelque chose de très précieux pour moi et que j'ai vraiment chéri et que j'ai adoré faire. Donc, chaque jour, j'avais un sport différent à photographier. Avec du matériel différent, il fallait bien que je m'adapte à chaque fois, que je prenne bien les bons objectifs et que mon équipement corresponde bien au sport que j'allais photographier. En général, en moyenne, j'étais sur 2 sites différents par jour et je prenais les transports en commun entre, donc pas de quelconque difficulté à ce niveau-là. C'était juste extrêmement intense. Mais très riche et vraiment humainement génial et photographiquement parlant, je dirais l'expérience le défi le plus fort que j'ai eu aussi pour sortir les bonnes images, quoi. Et justement, sortir les bonnes images, comment tu gères ta post-production sur un événement comme ça, typiquement? Est-ce que tu prends le temps de trier un peu ou est-ce que tu as l'urgence du travail pour une agence avec l'envoi, comme on le disait tout à l'heure sur le tour, parfois tu envoies des images depuis la moto. Est-ce que là, tu prends le temps pour certaines images de garder des RAW, de les bosser un petit peu à part peut-être, ou d'imprimer ta patte? On parle de ton talent depuis le début, de ta patte, d'une tendance que tu instaures, que ce soit par ta composition, par le traitement, peut-être que tu appliques à tes images. Ouais, ça se joue sur ces 2 créneaux dont tu viens de parler. Il y a l'urgence, évidemment, on travaille pour des agences et les clients ont besoin d'images
très rapidement des Français. Donc, toujours prendre bien soin d'envoyer 2-3 portraits au début de la compétition des Français. S'il y a un résultat, il faut être ultra rapide sur la joie de la victoire, sur les podiums, sur la remise des médailles. Tout ça, il faut être très, très, très vigilant. C'est hyper important. On n'a pas le droit de perdre une seconde. Donc là-dessus, il faut vraiment être strict. Et après, moi, je travaille toujours en RAW plus JPEG, ce qui me permet d'être rapide quand j'envoie mes images en live, puisque je peux définir sur mon boîtier que quand j'appuie sur un bouton, seulement mon JPEG est envoyé. Donc, en fait, ça, c'est des petites installations qu'il faut faire sur son boîtier en amont. Donc, mes JPEG sont envoyés très rapidement et moi, mes RAW que je garde me permettent de les retravailler juste après l'événement, en salle de presse, tranquillement, faire ma petite sélection en best-of avec le traitement qui me plaît sur une série d'images que je dépose ensuite sur le site de KMSP pour que les clients viennent les récupérer. Euh, à l'occasion de ces Jeux olympiques, il y a toute l'ambiance que tu as décrite. Ok, il y a des images qui ont été absolument folles, qui ont été faites, des images iconiques. Est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont particulièrement marqué sur ces Jeux 2024? Évidemment, enfin, déjà, je tiens à préciser un truc. Moi, Pas que de toi, hein. Ah non, bah, j'ai pas J'allais dire le contraire, moi j'allais dire t'as le droit de citer les tiennes, tu vois. Ah non, pas du tout. Pas que. Ah non, pas du tout. J'y pensais même pas aux miennes. Déjà, je trouve qu'il y a un truc fabuleux qui s'est passé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait les meilleurs photographes qui couvraient ces jeux, pas que les photographes de sport. Il y a eu des photographes de presse, des reporters qui se sont mis à faire des photos de sport et qui ont mis une claque à tout le monde. Donc franchement, moi, tous les soirs, je faisais pas la maline en regardant toutes les couvertures sportives de chaque sport. J'ai trouvé ça génial. Et justement, on en parlait tout à l'heure de qui copie qui. Bah, moi, je trouvais ça très inspirant de voir comme ça des styles ultra différents, des manières de photographier variées, originales. Et enfin, franchement, moi, ça m'a vraiment nourri, quoi. Ça m'a vraiment enrichi, de voir autant de belles images. Et ça, c'était vraiment merveilleux aussi à ce point de vue. Les images marquantes des jeux, déjà, je vais pas être très originale, mais la photo du surfeur, parlons-en, quoi. Ah ouais. Franchement, quand elle est sortie, je sais pas vous, mais moi, je me rappelle, je regardais un petit peu. Surfeur brésilien Medina qui pointe comme Absolument. ça. Oui, c'est extraordinaire. C'est En merveilleux. lévitation, ouais. Mais moi, je me rappelle, je regarde Instagram comme ça, je vois cette image passer et je la regarde, je fais oh, dingue. J'ai l'impression que je me dis c'est un montage. Je sais pas, je réalise pas la photo à ce moment-là. Et en fait, je reviens dessus, je fais mais c'est quoi ce truc de fou? Elle est géniale cette image. Ah oui, il y en a plein. On pense au BMX, sur la Concorde. Enfin, il y en a 10 000. On avait échangé là-dessus avec Bentoir, qui lui couvrait les JO à Teahupo. Et de lui, depuis Tahiti, c'est pareil. Il voyait toutes les images en décalé avec le décalage horaire. Il se disait, mais Paris, enfin, comme toi, émerveillé par les autres photographes aussi. Et il y en a un qui n'était pas forcément pro aussi, qui a pris une photo incroyable, rue Le Pic, pendant la course cycliste, exposée toujours à la même galerie de Jean Denis, Ouais, Bilal. Jean-Denis Walter. Voilà. Ouais. Une photo qui est dingue, qui a été comparée Exceptionnelle. avec un tableau de Monet, je crois, sur Twitter, et c'est devenu un petit peu viral. C'est une photo qui aurait pu être prise dans les années 30, si on prend un petit peu de recul, on ne regarde pas trop dans les détails. Intemporel. Ouais, c'est ça. C'est ça les belles images. C'est ça les bonnes images. Hein. C'est les images qui sont intemporelles et qui marquent. Et en fait, ouais, c'est une des photos phares des jeux. C'est une image qui, comme on disait tout à l'heure, quand on racontait des histoires, elle parle du sport et elle parle de ce qui s'est passé dans Paris. Et franchement, pour avoir vécu les Jeux à Tokyo, enfin, quand j'étais à Tokyo, j'étais déjà si heureuse d'être là. Mais alors que tous les photographes râlaient parce qu'il n'y a personne, il fait chaud, nanana, le Covid. Moi, j'étais en train de vivre ma meilleure vie là-bas, à part ces histoires de réveil. Et en fait, à Paris, j'ai compris de quoi parlaient les photographes sur cette énergie et sur cette ambiance et cette atmosphère dont on a parlé tout à l'heure. Et cette photo, elle rassemble ça. Donc oui, c'est une photo magique des Jeux. Ça, c'est clair que c'est moi. Et puis moi qui suis fan de cyclisme en plus, ouais, ça me parle énormément. Bon, moi, ce jour-là, j'étais sur la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Donc j'avais un petit peu les boules de rater le passage à Montmartre. Mais ouais, il y a eu des images dingues qui sont sorties. Alors, il y a certaines de tes photos qui sont en galerie chez
chez Jean-Denis Walter. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir ton travail en galerie d'art? C'est une fierté, c'est du beurre dans les épinards. Comment tu gères aussi cette facette-là de ton activité? Je suis extrêmement contente. C'était vraiment un objectif, c'était même un rêve. Jean-Denis, ça fait très longtemps que je voulais lui envoyer mon portfolio, mais que j'osais pas. Et en fait, je suis allée voir une exposition dans sa galerie, il y a 2 ans, je crois. Et bon, bah, je le croise, je le salue et il me fait: «Ah mais attends, redis-moi ton nom». Et encore une fois, ce bon vieux Bernard Papon rentre en décidément, on aura parlé de lui pendant tout le Il est partout. il est partout et il me dit: «Ouais, Bernard m'a parlé de ton travail, bon, faut que tu montres apparemment». Mais voilà, trop enfin, moi, je n'étais même pas au courant de ça, mais ça m'a trop touchée, ça m'a fait hyper plaisir et même après ça, je crois que j'ai mis 1 an à lui enfin montrer mon travail parce qu'on s'était pas rappelé qu'il était occupé, moi aussi. Et en fait, là, j'ai trouvé ça génial parce qu'il m'a contacté pendant les JO, suite à différents échanges qu'on avait déjà eu avant, mais qui n'avaient pas vraiment abouti. Et il me dit: «Bon, Pauline, j'aimerais représenter cette photo de l'obélisque avec le BMX, tu sais, la photo». Et je fais: «Ah bon, bah attends, tu parles de laquelle?» «Ah mais si, c'est la photo là que tu viens de poster, elle marche bien». Et en fait, ça s'est fait finalement alors qu'on n'arrivait pas vraiment à se voir et j'arrivais pas à lui montrer mon travail. Bah, pendant les JO, moment magique, il souhaite avoir cette photo dans sa galerie et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et suite au jeu, bah, je le rencontre, on se raconte un peu nos parcours et voilà. Et ça donne, suite à ces photos qui sont chez lui, franchement, je suis super contente et ouais, c'est une fierté, vraiment. Ça répond un petit peu à ce rêve de gamine où j'avais envie d'être représentée par une galerie. Bah, finalement, je le suis et pas des moindres et donc c'est vraiment, vraiment génial, ouais. Bon. La suite, pour toi, du coup, bon, hormis les classiques, Hormis le Tour de France 2025. Roland Garros, on n'a pas parlé de tennis, mais on aurait pu parler de tennis aussi. Ou tennis paralympique. La Formule 1, n'importe quoi. Mais les gros trucs, là, un peu rares, c'est quoi qui arrive pour toi? C'est Los Angeles, du coup, et peut-être les Jeux Olympiques dans le froid. Ouais, ça c'est prévu. Tu Ça, fais c'est- le froid? T'as l'habitude du froid? Alors, pas du tout. Et je reviens de 2 semaines à Hokkaido où j'ai failli perdre tous mes doigts et mes orteils. Et mon client m'a dit: «C'est bien, c'est un bon exercice pour les jeux d'hiver». J'ai fait: «D'accord». Bon, bah, on va voir, ça sera une aventure étonnante, je pense, mais c'est bien. Non, je suis super contente. Bah, encore une fois, un truc que je connais pas, mais j'ai hâte, quoi. Mais on va voir dans quelles conditions ça va se passer. Mais ouais, trop contente de ce projet-là. Et Tour de France féminin pour moi cette Ouais. année et pas Tour de France homme. Donc, Ok. petit changement dans le planning d'été, mais Ça se pareil. place au même moment, les deux? Ça se chevauche Ça sur se 2 chevauche un jours, peu? mais Ouais. voilà, ça c'est avec Amaury Sport Organisation, ça s'est planifié comme ça cette année. Et en vrai, je suis très contente parce que j'ai jamais photographié le Tour de France féminin et ouais, je suis grave excitée de ça. Eh ben, c'est génial. Ouais. Et depuis le mur de Huy, un petit peu de chemin qui a été parcouru. Franchement, ouais, c'est dingue. Allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup.